Bonjour à tous, je suis Louis et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast spécial dédié aux stablecoins et à leur révolution dans le monde des paiements internationaux. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une exploration fascinante. Comment ces actifs numériques pourraient remplacer des systèmes vieillissants comme SWIFT et pourquoi ils sont si pertinents pour des devises comme l'euro ou le dollar. Je vous montrerai aussi des exemples concrets de transferts internationaux et je vous expliquerai comment convertir vos devises fiat en stablecoins. Alors, attachez bien vos ceintures, on plonge dans le futur de la finance. Imaginez un instant que vous deviez envoyer de l'argent à un ami à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, ça peut prendre des jours et vous coûter une fortune en frais. Moi, ça me frustre, mais avec les stablecoins, tout change. Ces crypto-monnaies stables promettent des transactions rapides, peu coûteuses et transparentes, et je suis là pour vous expliquer pourquoi c'est une révolution. Que vous soyez un particulier, un entrepreneur ou simplement curieux, ce podcast est fait pour vous. Voici ce qui vous attend. D'abord, je vais vous parler du système actuel, dominé par SWIFT, et de ses limites. Ensuite, je vous présenterai les stablecoins, ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent et pourquoi ils battent les systèmes traditionnels sur des points clés comme la vitesse ou les coûts. On explorera aussi des cas réels, comme les dons en Ukraine ou les paiements de freelance, pour voir leur impact concret. Je vous guiderai aussi pas à pas pour convertir vos euros ou dollars en stablecoins. Et je discuterai du rôle de ces devises majeures dans ce nouvel écosystème. Enfin, on abordera les défis et les perspectives d'avenir parce que rien n'est parfait, mais l'optimisme est de mise. Mon objectif, vous montrer que les stablecoins ne sont pas juste une mode, mais une solution pratique pour moderniser la finance. Alors, prêt à découvrir comment il pourrait changer votre quotidien? Allons-y. Essayons tout d'abord de comprendre le système actuel. Pour commencer, je veux vous parler du système actuel des paiements transfrontaliers. Vous avez peut-être entendu parler de SWIFT, créé en 1973. Moi, personnellement, je le vois comme le dinosaure de la finance internationale. Mais saviez-vous que SWIFT n'est rien de plus qu'un simple système de messagerie? Il ne déplace pas d'argent. Non, il dit juste aux banques quoi faire. Résultat, des délais interminables et des frais exorbitants. Par exemple, si j'envoie 1000 euros de France aux États-Unis, ça peut prendre jusqu'à 5 jours et me coûter 50 euros en frais. Franchement, dans notre monde numérique, je trouve ça archaïque. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez-moi vous expliquer comment ça marche. SWIFT ou Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication est un réseau mondial qui connecte plus de 11 000 institutions financières dans 200 pays. Quand je veux envoyer de l'argent à l'étranger, ma banque envoie un message via SWIFT à la banque du destinataire avec les détails du transfert, montant, devise, identité du bénéficiaire, etc., etc., etc. Mais voilà, SWIFT ne fait pas que transmettre l'information. Le déplacement réel de l'argent dépend des banques impliquées et c'est là que les problèmes commencent. Prenons un exemple concret. Disons que j'envoie maintenant 10 000 euros à un ami à New York. Ma banque envoie le message SWIFT. On va dire ma banque en France, parce qu'on va... Voilà, ma banque en France envoie le message SWIFT. Mais elle n'a pas de compte direct avec la banque américaine de mon ami. Alors, elle passe par ce qu'on appelle une banque intermédiaire, appelée banque correspondante. Parfois, il y en a même 2 ou 3. Chaque intermédiaire prend sa commission, des frais de traitement, des frais de change si l'euro doit être converti en dollars, et parfois des frais cachés dans le taux de change. Au final, mon ami pourrait recevoir seulement 930 dollars, 9300 dollars. Et moi, j'ai payé 500 euros sans même m'en rendre compte. Ça vous semble juste ça? Et puis il y a les délais. Même pour un transfert simple entre 2 grandes devises comme l'euro et le dollar, ça peut prendre 3 à 5 jours ouvrables. Pourquoi? Parce que chaque banque traite la transaction à son rythme, souvent avec des fuseaux horaires différents. Si par exemple j'envoie l'argent un vendredi après-midi, il peut être bloqué jusqu'au lundi suivant. Et si une banque intermédiaire détecte une erreur, ce qui arrive dans 6% des cas selon SWIFT, il faut une intervention manuelle, ce qui rallonge encore le processus. Moi, personnellement, je trouve ça insupportable dans un monde où tout est instantané. Alors parlons aussi de transparence. Une fois que j'ai lancé mon transfert, je perds toute visibilité. Où est mon argent? Est-il chez la banque intermédiaire? Déjà arrivé? Impossible de savoir sans appeler ma banque. Et encore, les réponses sont souvent vagues. Cette opacité me rend nerveux et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Et les devises dans tout ça? Alors l'euro et le dollar dominent le marché. En 2024, le dollar représentait environ 58% des paiements internationaux via SWIFT et l'euro seulement 12%.
Mais même avec ces devises puissantes, les transferts restent compliqués. Si je veux envoyer des euros au Japon, ils doivent être convertis en yens, avec des frais de change supplémentaires. Et pour les devises moins courantes, comme le peso mexicain, ou l'européen indonésien, ou le naira nigérian, les coûts peuvent atteindre 6 à 10% du montant envoyé. Alors, autant vous dire que pour les travailleurs qui envoient de l'argent à leur famille dans les pays en développement, c'est une perte énorme. Enfin, il y a un problème d'accès. Selon la Banque mondiale, 1,7 milliard de personnes n'ont pas de compte bancaire. Sans accès au système SWIFT, elles sont exclues des paiements internationaux. Moi, je vois ça comme une injustice. Et c'est là que les stablecoins entrent en jeu. Maintenant, je vais vous expliquer comment ces fameux stablecoins pourraient tout changer. Alors, c'est quoi les stablecoins? C'est simple. Ce sont des crypto-monnaies, mais pas comme le Bitcoin qui monte et descend sans arrêt. Non, moi, je vois les stablecoins comme des crypto-stables. C'est ce qu'on appelle des security tokens. Ils sont souvent arrimés à une devise comme le dollar ou l'euro. Grâce à la blockchain, ils permettent des transactions ultra rapides et presque gratuites. Imaginez, avec USDT ou USDC, je peux envoyer de l'argent à l'autre bout du monde en quelques secondes pour une fraction d'euros. Ça change tout, non? Alors c'est quoi exactement un stablecoin? C'est une crypto-monnaie conçue pour avoir une valeur stable, contrairement au Bitcoin ou à l'Ethereum qui fluctuent énormément. La plupart des stablecoins sont liés à une devise fiat, c'est-à-dire à une monnaie traditionnelle comme le dollar, l'euro ou le yen, dans un ratio de 1 pour 1. Par exemple, un USDC vaut 1 dollar américain. L'idée, c'est de combiner la stabilité des devises classiques avec les avantages de la technologie blockchain. Rapidité, transparence et décentralisation. Comment ça fonctionne? Il y a plusieurs types de stablecoins, mais les plus courants sont ceux adossés à des réserves. Prenons l'USD Coin ou USDC émis par Cycle. Pour chaque USDC en circulation, Cycle promet de détenir 1 dollar dans ses réserves, souvent sous forme d'argent liquide ou d'obligations sécurisées. Ces réserves sont auditées régulièrement par des cabinets indépendants pour garantir cette promesse. Autre mastodonte, Tether, USDT, le stablecoin le plus utilisé, fonctionne sur un principe similaire. Bien qu'il y ait eu des controverses sur la transparence de ces réserves, il existe aussi des stablecoins algorithmiques qui ajustent leur offre via des smart contracts. Mais ils sont plus complexes et risqués. Mais je vais me concentrer sur les plus populaires. Ce qui rend les stablecoins si spéciaux, c'est la blockchain. Quand j'envoie 1000 USDC à quelqu'un, la transaction est enregistrée sur une blockchain publique, comme Ethereum, Tron ou Stellar, qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pas de banque, pas d'intermédiaire, juste un transfert direct de mon portefeuille numérique au sien. Cela prend juste quelques secondes. Et les frais sont minimes, souvent moins de quelques euros sur des réseaux comme Tron. Comparez ça aux 50 $, aux 150 $ et aux 5 jours de Swift. Et par expérience personnelle, j'ai vu des transactions mettre des fois plusieurs semaines. Et vous comprendrez pourquoi je suis un petit peu excité. Prenons un exemple simple. Si je veux envoyer 5000 $ à un ami au Brésil, je peux acheter 5000 USDC sur une plateforme comme Coinbase, Kraken, etc. Entrer son adresse de portefeuille et cliquer sur envoyer. Il recevra instantanément 5000 USDC d'une valeur de 5000 $, qu'il peut garder d'ailleurs en dollars numériques ou convertir en réal brésilien via une plateforme locale. Pas de frais de change exorbitants, pas de délai. Moi, personnellement, je trouve ça magique. Mais il y a plus. Écoutons, voyons. Les stablecoins sont accessibles à tous. Vous n'avez pas besoin d'un compte bancaire, juste un smartphone et une connexion Internet. Ça ouvre la porte à des millions de personnes non bancarisées qui peuvent enfin participer à l'économie mondiale. Et comme leur valeur est stable, ils sont aussi utiles pour stocker de l'argent sans craindre les montagnes russes des cryptos classiques. Bien sûr, il y a des questions à se poser. Peut-on faire confiance aux émetteurs? USDC est audité, mais Tether a eu des doutes par le passé. Moi, je vous conseille de choisir des stablecoins réputés et transparents. D'ailleurs, dans la prochaine partie de cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ils surpassent les systèmes traditionnels. Alors pourquoi? Pourquoi je pense que les stablecoins sont les meilleurs? Laissez-moi vous donner 4 raisons claires. Premièrement, la vitesse. Mes transactions sont quasi instantanées, pas besoin d'attendre plusieurs jours. Les coûts. Envoyer des milliers d'USDC me coûte que quelques cents de dollars contre plusieurs euros, voire plusieurs dizaines d'euros avec Swift. C'est une différence énorme. La transparence. Parce que sur la blockchain, chaque mouvement est enregistré et visible. Moi, j'aime savoir où va mon argent. L'accessibilité, même sans compte bancaire, je peux l'utiliser. Eh oui,
je peux utiliser des stablecoins avec juste un smartphone. Vous voyez, pour moi, c'est une révolution qui rend les paiements internationaux simples et ouverts à tous. Laissez-moi développer ces points pour que vous compreniez pourquoi je suis si enthousiaste. Alors, la vitesse. Dans notre monde connecté, tout va si vite. Je peux envoyer un message à Tokyo en 1 seconde, mais pour l'argent, c'est une autre histoire. Avec Swift, un transfert peut prendre entre 3 à 5 jours, voire plus si quelque chose cloche. Pourquoi ? Parce qu'il passe par plusieurs banques, chacune avec ses processus internes et ses horaires. Si j'envoie de l'argent un vendredi soir, il peut rester bloqué tout le week-end avec des stablecoins, c'est différent. Bref, je vais pas te refaire l'histoire. Prenons un cas concret. Si je suis une PME française qui paie un fournisseur en Chine, je peux envoyer 10 000 USDC instantanément. Le fournisseur, lui, peut commencer à travailler tout de suite, sans attendre une semaine. Avec Swift, ce délai aurait pu me faire perdre un contrat. Moi, je vois ça comme un gain d'efficacité incroyable. Parlons argent, parce que c'est là que ça fait mal. Avec Swift, envoyer 1 000 € à l'étranger peut coûter des dizaines d'euros en frais. Plus des pertes sur le taux de change. Si je transfère souvent ou en petite somme, ces frais s'accumulent vite, associés aux fluctuations. Imaginez qu'un euro vaille 1,20 $, vous deviez le convertir en dollars parce que si on prend l'exemple de notre petit commerçant, quand il envoie en Chine, bien souvent le chinois ne veut pas d'euros, il veut du dollar. Alors qu'avec les stablecoins, c'est une autre histoire. Sur des blockchains comme Polygon ou Stellar, les frais sont infimes, souvent moins de 0,01 $. Même sur Ethereum, avec des solutions de Layer 2, ça reste abordable. Résultat, je garde presque tout mon argent et mon destinataire reçoit exactement ce que j'ai envoyé. Pour les envois de fonds, c'est encore plus frappant. Les travailleurs migrants envoient environ 700 milliards de dollars par an à leur famille, souvent dans des pays en développement. Oui, 700 milliards de dollars par an. Avec Swift ou Western Union, les frais moyens sont de 6 à 7%. Avec les stablecoins, ils tombent sous 1%. Imaginez sur 1 000 $, ça fait 60 $ d'économie. Pour une famille qui vit avec peu, c'est énorme. Point numéro 3, la transparence. Avec Swift, une fois que j'ai envoyé mon argent, c'est le flou total. Je ne sais pas où il est, ni quand il arrivera. Avec les stablecoins, tout change. Chaque transaction est enregistrée sur une blockchain publique. Si j'envoie 500 USDC, je reçois un identifiant unique, un hash, que je peux vérifier sur un explorateur de blockchain. Je vois exactement quand l'argent part et arrive. Cette visibilité me rassure et elle réduit aussi les risques d'erreur ou de fraude. Tout est traçable, immuable et accessible à tous. Enfin, l'accessibilité. Les systèmes traditionnels demandent un compte bancaire, une carte de crédit ou un accès à une agence. Mais dans beaucoup de pays, ce n'est pas une option. Avec les stablecoins, il me suffit d'un smartphone et d'Internet. Je peux me créer un portefeuille numérique en 5 minutes et commencer à envoyer ou recevoir de l'argent. Pour les 1,7 milliard de personnes non bancarisées, c'est une porte ouverte vers l'économie mondiale. Et même pour les petites transactions, comme payer 5 $ à un freelance, les stablecoins sont pratiques là où Swift serait inutilisable. Oui, inutilisable à cause de ses frais. Mais bien sûr, ce n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Les stablecoins, bien sûr, dépendent de blockchains qui peuvent être congestionnées. Il y a des questions de régulation ou de confiance. Pourtant, comparé à Swift, leurs avantages sont écrasants. Maintenant, passons aux exemples concrets pour illustrer tout ça. Je voudrais vous raconter des histoires vraies pour illustrer tout ça. En 2021, l'Ukraine a utilisé des stablecoins pour collecter des dons pendant la crise. Oui, en quelques jours, ils ont reçu des millions, sans passer par les banques. Incroyable, non ? Autre exemple, des freelances en Amérique latine, comme vous peut-être un jour, se font payer en USDC. Fini les frais bancaires qui grignotent tout. Et puis des entreprises comme Stripe permettent aux commerçants maintenant d'accepter des paiements en stablecoins. Moi, je trouve que ça simplifie le commerce mondial de manière spectaculaire. Alors, l'Ukraine et les dons en temps de crise, que ce soit en 2021 ou en 2022, quand la guerre a éclaté en Ukraine, le gouvernement a lancé un appel aux dons internationaux. Mais au lieu de s'appuyer uniquement sur les banques, ils ont accepté les crypto-monnaies, y compris les stablecoins comme USDT et USDC. Pourquoi ? Parce que c'était rapide et direct. En quelques jours, ils ont collecté plus de 100 millions de dollars en crypto, dont une grosse partie en stablecoins. Ces fonds ont été utilisés immédiatement pour acheter du matériel médical, de la nourriture ou payer des services sans attendre les délais bancaires. Moi, je vois ça comme une preuve que les stablecoins brillent dans les situations d'urgence. Les freelances en Amérique latine. Imaginez que je sois un développeur ou que vous êtes un développeur en Argentine. Votre client aux États-Unis vous doit 500 $ pour un projet. Avec Swift, vous perdriez 30 $ en frais et attendrez plusieurs jours. Pire, avec l'inflation galopante en Argentine, vos pesos perdraient de la valeur à chaque heure.
Avec USDC, votre client n'envoie que 500 USDC directement sur votre portefeuille. Vous recevez tout instantanément et vous pouvez garder les fonds en dollars numériques pour éviter l'inflation. C'est une révolution pour les freelances dans les pays où les devises locales sont instables. Stripe est le commerce mondial. Ensuite, il y a des entreprises. Stripe, vous connaissez tous, hein. Une plateforme de paiement utilisée par des millions de commerçants. Ils ont intégré les stablecoins comme USDC en 2024. Si je vends des produits en ligne, disons des t-shirts fabriqués en France, je peux accepter des paiements de clients au Japon, au Brésil ou aux États-Unis en USDC. Pas de conversion compliquée, pas de frais bancaires, juste un paiement rapide et stable. Pour moi, c'est une étape vers un commerce mondial sans friction. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de Visa ou on ne parle pas de Mastercard, mais même quand vous utilisez des plateformes comme Stripe, il peut y avoir des problèmes au moment de payer. Des refus de la part de Stripe. Parce que le pays, citons, je sais pas, un exemple, le pays serait le Pakistan ou serait le Nigeria et aurait entre guillemets une réputation pas très claire, très certainement, Stripe refuserait le paiement. Un autre exemple, prenons un employé, vous savez, il y en a beaucoup à Dubaï, il y en a beaucoup à Hong Kong, vous savez, des gens qui travaillent pour des salaires et qui entretiennent leur famille dans le monde. Envoi de fonds aux Philippines. Un autre exemple. Les Philippines, où des millions de travailleurs envoient de l'argent à leur famille depuis l'étranger. Des applications comme coins.ph permettent d'envoyer des stablecoins qui sont convertis en pesos sur place. Les frais passent de 6% à moins de 1% et les fonds arrivent en minutes, pas en jours. Pour une famille qui dépend de cet argent, c'est une différence vitale. Ces cas montrent que les stablecoins ne sont pas une théorie. Ils transforment déjà des vies et des entreprises. Maintenant, je voudrais vous expliquer comment vous pouvez les utiliser vous-même. Vous vous demandez peut-être, ok, mais comment je fais pour utiliser ça? C'est hyper simple. Je vous explique. Imaginez que vous vouliez convertir vos euros en stablecoins. Je prends une plateforme comme Coinbase, je dépose mes euros, j'achète de l'USDC en quelques clics et voilà. Je suis prêt à envoyer de l'argent partout dans le monde. Mais attention, je vous conseille de choisir des plateformes sérieuses et de garder un œil sur les risques. Certains stablecoins peuvent être instables, alors je fais toujours mes recherches avant. Voici un guide étape par étape pour vous lancer. Choisir une plateforme. Moi personnellement, j'utilise Coinbase. Mais Kraken ou Binance marchent aussi. Ce sont des plateformes régulées avec une bonne réputation. Avant de commencer, vérifiez que la plateforme est disponible dans votre pays et qu'elle prend en charge les devises que vous voulez utiliser, comme les euros ou les dollars. Moi, je préfère celles qui ont une interface claire et un support client réactif. Vous créez un compte, vous vous inscrivez, vous vérifiez votre identité, avec une pièce d'identité à jour bien sûr, parce que c'est obligatoire et c'est fait en quelques minutes. Cette étape appelée KYC, Know Your Customer, est une norme pour éviter les fraudes. Vous devez uploader une photo de votre passeport ou une carte d'identité, parfois une facture pour prouver votre adresse, c'est simple, c'est rapide et ça sécurise votre compte. Alors, vous y déposez des fonds. Vous liez votre compte bancaire ou votre carte, vous y déposez 1000 euros par exemple. En Europe, je fais souvent un virement SEPA qui est gratuit et prend 1 à 2 jours avec une carte, c'est instantané. Mais il y a des frais, souvent 2 à 3%. Une fois l'argent déposé, il apparaît dans votre solde, ou il apparaît dans mon solde, et prêt à être converti. Je vais dans la section acheter, je sélectionne USDC, j'entre 1000 euros et je valide. En quelques secondes, j'ai 1000 USDC. Le taux est presque toujours 1 pour 1. Mais attention aux frais de conversion. Sur Coinbase, ça peut être 1% environ, par exemple. Pour 1000 euros, je paye donc 10 euros de frais. Et ça reste bien sûr raisonnable comparé aux banques traditionnelles. Enfin, j'appuie sur envoyer. Je mets l'adresse simplement du portefeuille de mon destinataire, qui peut être fourni avec un QR code. Vous avez juste à scanner un QR code ou faites un copier-coller. Vérifiez bien l'adresse. Ne vous amusez pas à la copier à la main, par exemple. Parce qu'une fois que c'est envoyé, c'est envoyé. Si c'est pas la bonne adresse, ça reviendra pas chez vous. Enfin, j'envoie. Puis c'est fini. L'envoi est quasi instantané sur la blockchain. Même ça dépend du réseau utilisé. Sur Ethereum, les frais peuvent grimper de 5 à 20 $. Mais sur Stellar ou Tron, c'est presque rien. Moins de 0,01 $. Moi, personnellement, je choisis souvent Stellar pour les petits montants. C'est rapide et économique. Les frais, parlons-en. Sur Coinbase, il y a cette commission d'achat d'environ 1%. Mais l'envoi sur la blockchain est souvent minime, comparé aux 30 à 50 euros que je paierais pour un virement Swift international. C'est une révolution. Si je paye un freelance en Argentine tous les mois, par exemple, je gagne du temps et de l'argent à chaque transfert. Mais soyez prudents. Tous les stablecoins ne se valent pas. Voilà. Pour la sécurité, personnellement, j'active toujours l'authentification à 2 facteurs sur mon compte. C'est indispensable pour éviter les piratages. Et si je compte stocker beaucoup de stablecoins, je les transfère vers un portefeuille personnel, comme MetaMask ou une clé Ledger. Les plateformes centralisées sont pratiques, mais elles peuvent être vulnérables, vous le savez. Piratage, faillite, etc. Moi, je ne laisse dessus que ce que j'ai besoin à très court terme. Enfin, bien sûr, lisez les conditions de la plateforme. Certaines factures de frais de retrait vers un compte bancaire, 1 à 2% chez Coinbase par exemple, mais moi, je vous conseille d'utiliser des plateformes qui vous fournissent une carte de paiement.
Et vous n'avez pas de frais de retrait pour votre compte en banque. Maintenant, parlons du rôle de l'euro et du dollar. Vous savez, l'euro et le dollar dominent les transactions internationales. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je trouve que les stablecoins liés à ces devises comme EURC ou USDC sont une aubaine. Par exemple, si j'envoie 1000 euros d'Europe vers l'Asie, c'est aussi rapide et peu coûteux que d'envoyer 1000 USDC. Plus besoin de passer par les vieux canaux bancaires qui traînent et coûtent cher. Pour moi, c'est une manière naturelle d'intégrer ces devises puissantes dans le futur numérique. Je vous donne un exemple. Votre client en Chine veut recevoir des dollars. Vous envoyez depuis Paris de l'euro. Sur le compte bancaire du destinataire, vous mettez 1000 euros. Et sur le compte bancaire du receveur, vous mettez 1100 dollars. Les fonds vont partir à Wall Street, vont être convertis aux États-Unis, ce qu'on appelle les banques intermédiaires, puis vont en passer par une autre banque intermédiaire, certainement à Singapour ou à Hong Kong, pour finalement arriver en Chine. Et à chaque fois, payerez des taux de change et vous aurez du délai. Alors, maintenant, pourquoi ces monnaies sont-elles si importantes? Le dollar représente 58% des paiements SWIFT dans le monde et l'euro, comme je vous le disais précédemment, 12%. Ça veut dire que la majorité des échanges commerciaux, des prêts internationaux et des réserves des banques centrales passent par ces deux-là. Mais avec les stablecoins, leur utilisation devient encore plus fluide. Avec USDC, j'envoie des dollars numériques sans conversion ni intermédiaire. Avec l'euro, je fais pareil avec des euros. C'est direct, transparent et ça contourne les lenteurs des systèmes traditionnels. Prenons un cas concret. Imaginons que je sois un entrepreneur français qui vend des produits aux États-Unis. Mon client américain peut me payer en USDC. Il m'envoie 10 000 USDC. Je les reçois en quelques secondes. Et je peux soit les convertir en euros sur Kraken, soit les garder si je veux parier sur le taux de change. Avec un virement SWIFT, j'attendrai 3 à 5 jours et je perdrai une fortune en frais. Là, c'est instantané et presque gratuit. Pour les particuliers, c'est tout aussi pratique. Si je voyage en Asie, je peux charger mon portefeuille avec des USDC et payer avec une carte crypto, comme celle de crypto.com par exemple, ou échanger sur place. Fini les bureaux de change avec leurs taux exorbitants, parce que si on parle de pays comme Dubaï ou même comme Hong Kong, vous trouvez des bureaux de change comme vous trouvez des postes en France. Il y en a partout, dans tous les centres commerciaux, à tous les coins de rue. Et pour les Européens, des stablecoins comme EURC ou Stasis Euro, EURS, commencent à se développer. Si j'envoie 500 EURC à un ami en Allemagne, pas besoin d'attendre un virement SEPA de 2 jours. C'est fait en un clin d'œil. Un autre avantage énorme, c'est dans les pays avec des restrictions de change. Repartons encore en Argentine par exemple. Le gouvernement limite l'accès au dollar pour contrôler l'inflation. Mais avec USDC, les gens achètent des dollars numériques sur des plateformes peer-to-peer comme Local Bitcoins. Ça leur permet de protéger leur épargne contre une monnaie locale qui s'effondre. C'est une liberté que les banques ne peuvent pas offrir. Mais est-ce que ces stablecoins sont vraiment équivalents à l'euro ou au dollar? En théorie, oui, car ils sont censés être backés à 1 pour 1. Par des réserves. USDC par exemple est audité tous les mois. Donc je sais que USDC vaut 1 dollar. Chaque USDC vaut 1 dollar, oui. EURC suit le même principe. Mais il y a un risque si l'émetteur comme Cycle ou USDC fait faillite, ou si les réserves ne sont pas solides, ça peut poser problème. C'est rare, mais ça mérite de choisir des stablecoins bien établis. Pour moi, les stablecoins liés à l'euro ou au dollar sont une évolution logique. Ils rendent ces devises accessibles à tous, partout, sans les lourdeurs des banques. Dans le prochain segment, qui va être quasiment la fin de ce podcast, nous allons parler de l'avenir fascinant de ces outils. Alors, bien sûr, je dois être honnête avec vous. Les stablecoins, c'est génial, mais il y a des défis. La régulation reste floue dans beaucoup de pays, et la confiance est essentielle pour que ça décolle vraiment. Mais quand je vois leur capitalisation boursière dépasser les 200 milliards de dollars et leur volume de transactions battre des records, je reste quand même assez optimiste. Les stablecoins sont là pour durer et leur adoption va exploser avec plus de clarté et de transparence. Le gros défi, c'est la régulation. Les gouvernements ne savent pas encore bien comment gérer ces actifs numériques. En Europe, par exemple, le règlement MiSA arrive en 2024 et ça va obliger les émetteurs à respecter des normes strictes. Une bonne nouvelle pour la sécurité. Aux États-Unis, c'est plus compliqué. La SEC et la CFTC se chamaillent sur qui doit superviser et il n'y a pas de loi claire. Bon, cette incertitude freine un peu les grandes entreprises qui ont peur de se lancer sans cadre légal. Ensuite, il y a la question de la confiance. Pour utiliser un stablecoin, il faut être sûr qu'il vaut vraiment ce qu'il prétend. USDC est audité tous les mois par des experts indépendants, donc je lui fais confiance. Tether USDT, par contre, a eu des soucis par le passé avec ses réserves, même s'il publie maintenant des rapports. Et puis, il y a eu des échecs, comme Terra USD en 2022 qui s'est effondré et a fait perdre des milliards. Ça rappelle qu'il faut bien choisir des stablecoins solides et bien backés. Il y a aussi des défis techniques. Oui, les stablecoins fonctionnent sur des blockchains. Et parfois ça coince. Sur Ethereum, les frais peuvent monter en flash quand le réseau est saturé.
Mais des solutions comme Polygon ou des blockchains alternatives, Stellar, Tron, règlent ça avec des frais quasi nuls. Le hic, c'est que pour un novice, gérer un portefeuille crypto, c'est encore compliqué. Moi, personnellement, je trouve ça simple. Mais tout le monde n'est pas prêt à jongler avec des clés privées. Malgré ça, je vois un avenir brillant. La capitalisation des stablecoins est passée de 20 milliards en 2020 à plus de 200 milliards en 2024. Et leur volume, plus de 15 trillions de dollars rien que cette année. C'est plus que Visa. Ça montre qu'ils sont déjà un outil clé pour les paiements. Les grandes entreprises s'y mettent aussi. Visa et Mastercard acceptent par exemple les stablecoins. PayPal a lancé PUSD et même des banques comme JP Morgan expérimentent la blockchain. Dans les pays en développement, c'est encore plus fort. En Afrique, où les frais de transfert atteignent parfois 8%, des applis comme Wave utilisent des stablecoins pour tout changer. En Amérique latine, USDT et USDC protègent des millions de personnes contre l'inflation et avec une régulation qui s'améliore comme le MiCA, la confiance va grandir et l'adoption avec. Pour moi, soyons clairs, dans 5 ans, les stablecoins seront partout. Pour les paiements transfrontaliers, les salaires ou même les achats en ligne. Ils pourraient aussi devenir essentiels dans le Web3 avec des applis décentralisées. Bref, les défis sont réels, mais les perspectives sont immenses. Enfin, je vais terminer avec, en conclusion, les stablecoins sont une alternative moderne, rapide et économique au système traditionnel comme SWIFT. Oui, ils révolutionnent les paiements internationaux avec des transactions quasi instantanées, des frais minimes et une transparence totale grâce à la blockchain. Que vous soyez un particulier qui envoie de l'argent à un proche à l'étranger, un freelance qui se fait payer, ou une entreprise qui optimise ses flux financiers, les stablecoins ont quelque chose à vous offrir. Voilà, pour aujourd'hui, je vous ai montré les limites des systèmes actuels. Voilà, les télés, les frais, le manque d'accessibilité, les blocages, les pertes de fonds, les retours fastidieux. Puis je vous ai présenté les stablecoins, des monnaies numériques stables. Voilà, des exemples concrets, les dons en Ukraine, où des millions d'USDC ont été envoyés en un temps record. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous voyez maintenant les stablecoins sous un nouveau jour. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la finance numérique, les cryptos et toutes ces innovations qui changent notre quotidien. Allez, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. À très vite.